qui introduira la thématique de la conférence. Ensuite, nous écouterons plusieurs messages vidéo. Nous avons sollicité des représentants d'organisations et ou intellectuels de différents pays et de secteurs afin qu'ils nourrissent le débat par leurs différentes perspectives. Les auteurs et les autrices de ces messages n'ont malheureusement pas pu nous rejoindre ce soir pour des questions pratiques. Enfin, M. Hamzat Boukari Yabara, historien, écrivain et président de la Ligue panafricaine Umoja, nous présentera son analyse de la situation. Bien entendu, nous aurons un moment d'échange entre la salle et nos invités. Je tiens à remercier nos invités, présents ou à distance, pour leur contribution, et naturellement les personnes présentes ce soir dans la salle. Sans tarder, je passe la parole à notre premier intervenant, M. Yann Chama. Et Yann, tu as la parole. Merci, Méric. Depuis le 16 septembre 2023, qui ont été constitués l'Alliance des États du Sahel, et surtout depuis le 6 juillet 2024, que cette alliance s'est transformée en Confédération des États du Sahel. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais eu une conférence à Genève ou à Genève internationale pour mieux étudier et réfléchir sur cette situation. Les États confédérés de Burkina Faso, du Mali et du Niger suscitent beaucoup de curiosité dans la communauté des nations. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à M. Hamzat Boukari, une personnalité qui est devenue experte dans les affaires africaines ces dernières années. Du père béninois et des mères antillaises, c'est la personne pour nous, c'est la personne idéale pour nous entretenir sur le panafricanisme, notion qui est née dans la diaspora africaine au début du XXe siècle. Mais avant de passer la parole, nous avons pensé que c'est important de faire un rappel historique sur la situation de l'organisation de certaines colonies africaines après l'invasion européenne de la fin du XIXe siècle. Cette organisation a été conçue pour cimenter l'idée d'une Afrique sans les Africains. Les indépendants des États africains doivent se faire en sauvegardant les intérêts des grandes puissances. La loi votée par le Parlement britannique le 20 septembre 1909, octroyant l'indépendance de l'Afrique du Sud, laquelle entrait en vigueur le 31 mai 1910, c'est une loi qui a protégé les intérêts des ressortissants anglais et hollandais de l'Afrique du Sud. Par cette loi est née l'Union sud-africaine, regroupant la province de Cap, du Natal, de Transvaal et de l'État libre d'Orange. Les Africains n'étaient pas même concernés dans ce texte. C'était au moment qu'en Afrique du Sud, on a découvert beaucoup de gisements de uranium, de l'or, de cuivre, etc., etc. La fédération de Rhodésie et de Nya-Salan s'est constituée
pour défendre les intérêts coloniaux britanniques. Comme vous le savez, peut-être, à l'époque coloniale, avant, des territoires avaient le nom de Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud, aujourd'hui la Zambie et le Zimbabwe. Et la Nyasaland était ce qu'on appelle aujourd'hui le Malawi. Mais grâce à l'opinion, grâce au leader de Kenneth Kaunda et Hastings Banda, cette confédération a eu l'échec. Ainsi que le 6 juillet 1964, le Malawi a eu son indépendance en prenant le nom de Malawi. Et le 24 octobre 1964, la Zambie est devenue indépendante. Et le 11 novembre 1965, la Rhodésie de Sud a proclamé une indépendance unilatérale sur l'accord de Grande-Bretagne. Avec le président Ian Smith, ancien pilote pendant la Deuxième Guerre mondiale de l'armée britannique. Ces situations ont duré jusqu'en 1980-82 pour l'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir en Grande-Bretagne qui a solutionné la situation dans les accords de Lancaster. Le 16 juin 1895 a été créée l'Afrique occidentale française, AOF, regroupant les territoires du Sénégal, de la Guinée, de Mauritanie, de Haut-Sénégal, Niger, de la Côte d'Ivoire et du Niger. Et en 1919, le territoire de Haut-Sénégal-Niger a été divisé en 2 territoires pour donner le Soudan français et la Haute-Volta. Et en 1932, d'un seul coup, les intérêts coloniaux, on a fait disparaître la Haute-Volta. Ça veut dire que Haute-Volta a été disparue dans la carte de l'Afrique occidentale. Une partie de Haute-Volta a été attachée au Soudan français, qui est aujourd'hui Mali. Une partie de Haute-Volta a été attachée au Niger. Et une partie de Haute-Volta s'est attachée en Côte d'Ivoire, en 1932. Mais en 1947, en septembre 1947, l'Haute-Volta est renée avec ses frontières de 1919. Ainsi que la Fédération des colonies de l'Afrique occidentale a été constituée par Côte d'Ivoire, Dahomey, Guinée française, Haute-Volta, Mauritanie, Niger, Sénégal, Soudan français. Et en 1919, une fois que la Première Guerre mondiale est finie, la France, la Société des Nations, a octroyé à la France une partie de Togo et à la Grande-Bretagne une autre partie de Togo. C'est à ce moment-là que Togo a rejoint l'Afrique occidentale française. La loi du 15 janvier 1910 a été créée la Fédération des territoires françaises de l'Afrique centrale, intitulée Afrique équatoriale française, regroupant la colonie de Gabon, de Moyen-Congo, de Obangi, Tsari, Tchad et les territoires militaires de Tchad. Si le siège de l'Afrique occidentale française s'était fixé à Dakar, le siège de l'Afrique équatoriale française s'était fixé à Brazzaville. Il avait à Dakar un gouvernement fédéral avec des gouverneurs de territoires qui étaient fédérés. Tout s'est passé à Dakar comme une fédération et la même chose à Brazzaville. Alors, une fois Mollet, qui était un gouvernement
à peu près coalition où le 23 juin 1956, ils sont introduits au Parlement la loi cadre. Quels sont les événements avant la question de loi cadre? Il faut savoir qu'en 1954, il y a eu la bataille de Dien Phu, au nord de Vietnam. En 1954, c'était le début de la guerre d'Algérie. Le 1er janvier 1956, indépendance du Soudan. Le 2 mars 1956, indépendance du Maroc. Le 20 mars 1956, indépendance de la Tunisie. C'est dans ce cadre que les Français ont constaté que l'indépendance, c'était irréversible. Ils ont fait la loi cadre, même année, le 23 juin. En que consiste, en bref, ces lois? Et c'est par là que je vais finir. La loi cadre consiste que le gouvernement fédéral installé à Dakar, avec les colonies fédérées, le gouvernement fédéral à Brazzaville, avec le gouvernement fédéré, ont détruit ce gouvernement. Tout ce qui était territoire de Côte d'Ivoire, de Mali, etc., deviennent indépendants. Parce qu'à l'époque, en 1956, les Français disaient, ils ne veulent pas avoir le syndrome du Brésil, où le Portugal, le petit Portugal, c'était ancienne métropole du Brésil. Le syndrome de l'Inde, où la Grande-Bretagne était métropole de l'Inde. Le syndrome des États-Unis d'Amérique, où le Royaume-Uni était ancienne métropole des États-Unis d'Amérique. Il faut détruire toutes ces confédérations pour revenir, pour que les petits États fédérés, colonies fédérées, deviennent indépendants. Voilà ce que je voulais introduire avant qu'on attaque la conférence de notre collègue. Merci. Merci beaucoup, Eliane. Merci beaucoup pour ce rappel historique. Maintenant, on va passer au message vidéo. Tout d'abord, on va écouter Aminata Traoré, ancienne ministre malienne, écrivaine militante panafricaine. Après, il y a pas de jouer maintenant. Merci. Quel sens conférer au séisme politique qui a donné lieu à la naissance de l'Alliance des États du Sahel et son évolution vers une confédération dans l'espoir d'aller plus loin vers une fédération? Quel sens lui conférer dans un contexte géopolitique particulier, grave et lourd de conséquences pour le monde entier, mais particulièrement l'Afrique, en raison de notre histoire et en raison de la convoitise de ces immenses richesses qui n'empêchent pas la chasse à l'homme dont ces ressortissants sont l'objet sur toutes les routes migratoires. Dans mon analyse de la situation du continent, je ne peux en aucun cas dissocier ce qui la guerre qui nous est imposée aujourd'hui au nom de la lutte contre le djihadisme et la question de l'immigration est centrale dans la politique intérieure de la puissance occidentale et qui est également devenu, disons, le cœur, qui est au cœur également de leur relation avec le reste du monde, plus particulièrement l'Afrique subsaharienne. Je m'interroge sur l'AES, bien entendu, en établissant le lien, la comparaison avec la CEDEAO, parce que si elle avait un temps soit peu tenu ses promesses en matière de développement, de création d'emplois pour les jeunes.
il y en a Barkhane dégage, qui ont dit Takuba dégage, qui ont dit également l'armée africaine dégage, tous ces jeunes qui disent qu'ils n'en peuvent plus, qui ne veulent plus de présence militaire étrangère, qui aspirent à une souveraineté économique et monétaire, qui sont dans la force de l'âge, sont ciblés aujourd'hui comme une menace, non seulement pour l'Europe, l'Occident, la terre entière. C'est dire jusqu'à quel point la mondialisation dite heureuse d'Allemagne a enfanté la guerre sans fin contre les peuples et compte tenu du racisme anti-noir et contre les Africains. Parce que j'ai l'impression que le fait d'avoir réussi à, pour l'instant en tout cas, à éloigner la France et ses alliés ne devrait pas occulter le fait qu'au-delà de la France-Afrique, que la violence systémique que nous vivons est tant d'insécurité. Je mets toujours, je parle d'aide d'insécurité économique, monétaire, alimentaire, sanitaire, écologique, émotionnelle. C'est tout cela qui pousse tant de gens à saisir la perche du djihadisme pour apprendre les bateaux. Mais de tout cela, nous parviendrons à bout de tout cela que lorsque nous nous donnerons la peine de nommer enfin le système capitaliste dans sa violence et cynisme. Nous devons pouvoir dire, nous l'avons dit souvent au niveau du mouvement social mondial, people first, les gens d'abord et non le groupe. Il faut qu'on sache que dans cette bataille pour une autre Afrique, pour la renaissance africaine, il existe des tendances, mais ces tendances ne s'affrontent pas ouvertement. Une approche libérale et de l'intégration économique veut qu'on s'ouvre, qu'on ouvre le pays, qu'on laisse d'autres venir, pourvu que ce ne soient pas les mêmes qui nous ont toujours pillés. Je ne doute pas des BRICS, et c'est parfois les mêmes parcours, la même humiliation, qui sont passés par les mêmes vents mauvais de la mondialisation que nous. Mais est-ce que nous sommes en train de nous poser vraiment les bonnes questions? Est-ce que nous sommes en train d'aller vers des alternatives économiques créatrices d'emploi? Je dis d'emploi, le maximum d'emploi, du travail localement, dans la transformation de nos biens et conforme dynamique d'enrichissement d'une minorité d'Ouest africaine. Hein? Les gagnants. Il a été tellement question de champions, il est tellement question de champions. Quand on sait que l'immense majorité crève la dalle, obligée de fuir, de se radicaliser, je ne sais pas, que dire? Que dire? L'alliance, la confédération est porteuse d'espoir. Et logiquement, nous ne devrions que nous en réjouir et faire de telle sorte que les deux entités, la CEDEAO et l'AES, puissent trouver un terrain d'entente conformément à une somme considérable d'enseignements que nous tirons de l'évolution de la situation du continent. La condition qu'on soit outillé intellectuellement, politiquement et décidé à nommer les choses. Que ceux qui aujourd'hui se cachent derrière la question des partis politiques de la démocratie acceptent de mettre sur la table ces enjeux. Est-ce qu'ils s'engagent dans une pensée du développement, dans une pensée de l'Afrique et profitable aux Africains, à l'immense majorité des Africains, afin que nous puissions parer à ce que Samir dit et que l'Afrique recherchée ne soit pas l'Afrique sans les Africains. Alors, après ce message, profond d'Aminata Traoré, je vous propose d'écouter maintenant la représentante du
centre Thomas Sankara de Burkina Faso. Chers camarades, je vous remercie gravement. Je m'appelle Inamésie Nichanson. Je vous salue depuis Ouagadougou, Burkina Faso. Je me trouve ici au centre Thomas Sankara pour la libération et l'unité africaine. Et j'ai été invitée de parler avec vous pour cette conférence très importante qui concerne l'Alliance des États du Sahel. Maintenant, je suis ici au Burkina Faso il y a plus que 3 ans et j'ai suivi l'évolution, les transformations qui s'est fait à travers le pays, surtout dans ces années récentes. Mon message pour vous est très simple. Du profondeur de mon cœur, je vous invite tous de défendre l'Alliance des États du Sahel. L'Alliance des États du Sahel est un projet révolutionnaire. C'est révolutionnaire à cause de son caractère anti-impérialiste. C'est révolutionnaire à cause de son caractère qui est basé sur le soutien qui sort de la masse, qui sort de la base de la société. Ici à Ouagadougou, je peux vous assurer que la grande majorité des habitants dans cette ville sont des personnes unies qui luttent avec tout leur cœur pour défendre ces projets anti-impérialistes et panafricains. Maintenant, j'ai traversé tous les pays, j'ai fait des voyages fréquemment à travers le Burkina Faso. Je me trouve régulièrement dans les autres villes comme Bobo-Djalasso, comme Yapo, comme Tiabélé au sud du pays, juste pour donner quelques exemples. Et je peux vous rassurer que à travers toutes ces villes et villages, je vois le même esprit militant qui se bat pour défendre l'Alliance des États du Sahel. Cette année, j'ai eu le privilège de voyager à travers les 3 États. Je vis ici au Burkina Faso et je fais récemment le Mali et aussi le Niger. Actuellement, au même moment que je vous parlais, on a des camarades du centre Thomas Sankara ici qui viennent d'arriver de Bamako. Ils étaient là pour fêter le premier anniversaire du chartre de l'État gourmand qui a donné la naissance à l'Alliance des États du Sahel. Alors, on est bien connectés. On a nos camarades du centre ici qui sont allés au Mali, à Bamako, juste cette semaine, pour connecter avec des camarades et des structures là. Et comme je dis, je fais tous les 3 pays. Je peux dire qu'à travers l'Alliance des États du Sahel, on voit une grande force de panafricanisme qui est énorme. Maintenant, souvent, je reçois des questions comme pourquoi défendre des dictatures militaires, par exemple, ou pourquoi mettre tout cet accent sur la défense des États. Il faut comprendre qu'ici, au Burkina Faso, au Niger et au Mali, les choses ne sont pas comme dans d'autres pays où on voit une grande séparation entre les gouvernements, les États et puis les masses. Ici, ce n'est pas comme ça. On a des gouvernements ici qui représentent maintenant les intérêts de la masse populaire. Est-ce qu'il y a des divergences, des voix contraires? Bien sûr. Parce qu'il faut qu'en tant que panafricaniste, on a une analyse de classe. Alors, ça veut dire que ce n'est pas dans l'intérêt de chaque Africaine de défendre l'AS ou de se battre même pour l'unification totale de l'Afrique. Il y a certaines Africaines qui seront toujours contre ça, parce qu'actuellement, le système néocolonial leur plaît. Mais quand je parle de la classe ouvrière, la grande majorité des Africains qui vivent dans ces 3 États, on voit bien que leur cœur se bat au rythme de l'AS. C'est la réalité. Alors, c'est l'heure de défendre l'AS. Si on dit de défendre l'AS, si on dit de défendre nos chefs d'État, ce n'est pas juste parce qu'on aime ces chefs d'État ou qu'on est juste soumis à ces chefs d'État sans raison. C'est parce qu'on est en train de vous dire qu'il faut se battre pour la population, le peuple qui vit ici. Alors, si vous défendez Assimi Goïta, si vous défendez Ibrahim Traoré, si vous défendez Abdourahmane Chani, c'est parce que vous défendez les masses populaires qui vivent dans ces 3 États. Alors, c'est une question de la masse. C'est ce qui est nos intérêts en tant que peuple qui vit ici. Chaque soirée, ici au Burkina Faso, et j'ai entendu récemment avec les camarades que c'est pareil là-bas, on a quelque chose qu'on appelle la veille citoyenne. Ça commence à environ 21h.
21h jusqu'à environ 4h du matin, dans chaque rond-point qui se trouve ici à Ouagadougou et dans 4000 villages et villes à travers le pays, chaque nuit, les gens se lèvent 21h jusqu'à 4h pour surveiller l'environnement, l'électorat, pour être certain qu'il n'y a pas de tentative de déstabilisation de cette révolution, cette démarche anti-impérialiste et panafricaniste. On a vu des tentatives tant et tant encore quand les États africains se défendent, prononcent leur souveraineté, prononcent leur autodétermination et ne suivent pas le chemin qui est mis en place par l'Occident. On ne peut pas accepter ça encore en 2024. Il faut comprendre que ça fait très longtemps qu'en tant que peuple africain, à l'échelle mondiale, on a vu une ouverture pour les naissances du panafricanisme qu'on a reçu actuellement au sein de l'AES. Il faut qu'on défende ces projets. Le Niger est devenu le premier pays de l'histoire mondiale, premier pays africain dans l'histoire mondiale, de dire non à Africom après qu'Africom a déjà installé une base. C'est vrai, il y a un autre pays, Érythrée, qui n'a jamais accepté ces accords militaires avec les États-Unis. Mais si on parle des pays africains qui sont entrés dans les accords avec Africom, le Niger, c'est le premier pays de l'histoire d'avoir fait ces accords et d'avoir après rejeté ces accords et fermé leurs contrats. Ça là, c'est une étape énorme. À travers le monde, les panafricanistes ont crié depuis longtemps dans plusieurs pays, fermez Africom, abat Africom. Si vous ne savez pas, Africom c'est le US Africa Command, le nom pour les militaires américains, états-uniens, qui s'occupent 54 pays, 54 moins 2 pays maintenant, en Afrique. Alors 52 pays en total en ce moment. C'est le premier pays de l'histoire à faire ça. Et comme j'ai dit, c'était le cri des panafricanistes à travers le monde de fermer Africom. On a enfin un État qui a fait cette pas avec le courage de le faire, d'écouter l'appel de la population africaine mondiale. Maintenant, quelle est notre responsabilité en tant qu'Africains et panafricanistes à un État qui a répondu à notre appel, malgré le risque? Et les risques sont énormes. Énormes. On sait qu'un pays ne peut pas juste rejeter le militaire américain sans souffrir des conséquences. Les États-Unis ne vont pas juste regarder ce qui se passe dans l'AS et dire malheureusement, on a juste perdu notre influence dans le Sahel, mais qu'est-ce qu'on veut? Non, c'est pas comme ça. On doit anticiper maintenant une très forte rétaliation, une très forte attaque menée par ces États impérialistes. Le France, c'est la même chose. La même chose. On a vu ces trois États, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont rejeté les forces militaires françaises. Le Centrafrique, la République centrafricaine a fait ça aussi. Est-ce que la France va juste s'asseoir, dire bon, notre stratégie n'a pas marché cette fois-ci, mais on a au moins ces autres États, alors il n'y a pas de souci? Non. On sait que la pression sera énorme. C'est déjà commencé, mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Actuellement, l'Union européenne est en train de sanctionner économiquement l'État de Niger. Les États-Unis ont également des sanctions sur le Niger et le Mali. Le Burkina Faso, on entend régulièrement des tentatives de coup d'État lancées contre Ibrahim Traoré. Il faut comprendre bien, si quelque chose arrive à Ibrahim Traoré, on n'est pas en train de parler d'un individu, on est en train de parler d'une crise pour un peuple, pour un État entier, et même pour toutes les sous-régions, et même pour tout le continent africain. Et avec l'AS, on va commencer à donner le soutien aux combattants, aux autres pays résistants. Okay? Petit à petit, on va voir qu'avec les forces qu'on pourrait établir ici au sein de l'AS, si c'est vraiment souverain, on peut maintenant commencer à défendre les panafricanistes à travers le continent. On va voir que l'AS ne va pas rester ces trois États. Ça va finir avec les États-Unis d'Afrique. Ça là, c'est le début de notre succès. Si l'AS réussit, ça termine avec les États-Unis d'Afrique. Si l'AS ne termine pas avec les États-Unis d'Afrique, on n'a pas réussi. Mais on ne peut que le faire si on arrive à défendre déjà ce qu'on a commencé.
et laisser ça augmenter à un certain niveau, à une certaine stabilité. Alors, c'est une affaire forte à nous. Ce n'est pas que je suis en train de plaindre pour une faveur de votre part. Je suis en train de vous appeler de défendre vous-même. Parce que supporter l'AS, c'est supporter les intérêts des Africains partout. Et c'est aussi de supporter les Africains de la diaspora. Parce que si l'AS est fort, maintenant, l'Afrique va devenir encore plus forte. Et maintenant, si jamais la diaspora a besoin de quelque chose, l'Afrique est là, à votre service, pour vous défendre partout. Alors, je conclue avec ces mots. Je vous encourage à regarder. On a une page Facebook, Centre Thomas Sankara, pour la libération de l'unité africaine. Et aussi, on a une page Instagram, Burkina Books. Alors, vous pouvez regarder, on a des activités sur l'AS. On a lancé un toolkit comme des ressources éducatives récemment. On est en train de vouloir aussi partager ça en français bientôt. Et aussi notre campagne pour les nouvelles bibliothèques au Niger, toutes ces choses, ces informations pourraient être trouvées sur ces pages Facebook et aussi Instagram. Merci, je vous remercie profondément. Voilà un message qui est très clair. Maintenant, je vous propose d'écouter le représentant de la plateforme des jeunes du Niger, membre de la Liaga président. Je m'appelle Pagné Jibo, je suis le président du conseil d'administration de la plateforme paysanne, qui est membre du réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que les pays du Sahel, notamment le Burkina, le Mali, le Niger, traversent depuis plus de 10 ans une insécurité qui a rendu véritablement le développement de ces zones-là insupportable. Alors, donc, au point où les producteurs ont perdu le capital productif, que ce soit leurs champs, que ce soit le secteur de l'élevage, c'est-à-dire les animaux. Alors, donc, ce qui a conduit à ce que les pouvoirs aient changé, c'est-à-dire les militaires sont venus intervenir, puisque l'insécurité, on n'arrivait plus à comprendre ce qui fait que, malgré la présence des militaires européens, français, on continue encore à observer l'augmentation de cette insécurité. Alors, c'est clair qu'après ces coups d'État intervenus au Mali, au Burkina Faso, au Niger, la population s'est mobilisée pour montrer leur adhésion à ces changements, parce qu'après ces changements, les producteurs ont constaté qu'il y a en tout cas un regain d'intérêt, puisqu'ils ont commencé à ramener les producteurs dans leur champ et ils ont commencé en tout cas à récupérer des animaux qui étaient pris par cette insécurité-là. Le deuxième élément, c'est que ces trois pays se sont mis ensemble en confédération pour mener non seulement des luttes conjointes au niveau de l'insécurité, mais pour essayer aussi d'aller de l'avant dans le cadre du développement, puisque ces pays appartiennent à une communauté, à une zone à votre communauté qui s'appelle le Cap. Donc, partager avec la population, il y a vraiment des actions concrètes. Alors donc, du coup, aujourd'hui, en tout cas avec les dirigeants, nous avons des discussions, nous avons des dialogues, il y a plus d'approchement, il y a plus en tout cas de concertation, et nous pensons que si ça continue comme ça, c'est clair que nous allons avoir un développement harmonieux qui prendrait en compte la préoccupation des différentes populations. Maintenant, je vous propose d'écouter le dernier message vidéo d'Alex Enfant. Il a écrit un livre intitulé Niger, un autre coup d'État ou la révolution panafricaine. Bonjour. Publié en langue espagnole au Venezuela et en Espagne en novembre 2023. C'est le premier livre écrit sur la révolution panafricaine au Niger, paru 3 mois seulement après le coup d'État du CNSP. À sa sortie, le livre a été recommandé par le président Nicolas Maduro à la Foire internationale du livre du Venezuela. Mon livre va apparaître bientôt dans 3 autres pays, au Cuba, aux États-Unis et au Niger. C'est seulement à Niamey
où on pourra se procurer la version française pour l'instant. C'est un essai qui met en lumière les stratégies de déstabilisation occidentale en Afrique et qui finit par une note du Sahel. J'aimerais d'abord remercier les membres de ce team et les assistants à cette conférence, organisée par la France, ne sont pas actuellement perçus par les peuples du Sahel comme des affaires d'une époque révolue dont on peut tourner la page facilement. Cette histoire s'est concrétisée dans une structure et un véritable système de domination dont les acteurs politiques ont été identifiés et dénoncés ouvertement par les peuples et les États du Sahel ces dernières années. Les discours souverainistes ou nationalistes, héritiers des luttes anticoloniales d'hier, est ancré dans cette histoire contemporaine. Le patriotisme dans le Sud a un autre fondement que celui des pays du Nord. Il n'a strictement rien à voir à partir du moment où il est utilisé pour retourner le fusil contre l'oppresseur. Selon l'expression de Walter Rodney, le panafricanisme était une idéologie de libération. Elle vise donc à défendre la souveraineté et les intérêts des larges couches populaires de la société africaine face aux puissances étrangères et aux complicités locales. Aujourd'hui, il se traduit par un nouveau contenu progressiste et anti-impérialiste. Par contre, l'histoire ne retient que les échecs des premières années dans la période de l'après-indépendance. On a donc sous-estimé largement et aussi occulté les principaux événements liés à l'ingérence étrangère, assassinats, déstabilisation, coup d'État, etc. Dans ce contexte, il y a eu une lutte idéologique favorisée par des représentants des classes sociales compromises avec les néocolonialismes. Leur but était de vider ces concepts de son contenu radical, de le remplacer par d'autres conceptions, compatibles avec le développement des intérêts des classes dirigeantes dans les pays nouvellement indépendants. Ce contexte était aussi celui du triomphe de la mondialisation capitaliste et de recettes néolibérales imposées dans les pays du Sud. Jusqu'ici, j'ai décrit le contexte d'oppression et l'idéologie qui a permis aux peuples africains de résister. Si j'ai intitulé mon livre « Coup d'État ou la révolution panafricaine », c'est parce que je considère que lorsque le coup d'État se produit au Niger, le système qui a prévalu jusqu'alors se réduit en miettes. On l'a vu dans la succession d'événements spectaculaires qui se sont déroulés les mois suivants, comme l'expulsion des troupes militaires étrangères, la fermeture de leur base militaire, etc. Et l'élément clé dans cette révolution a été, et reste, la participation populaire. Pour le président de la Confédération des États du Sahel, Abdourahmane Tiani, à ce niveau et Ibrahim Traoré, toute mesure gouvernementale doit être décidée en pensant d'abord au peuple. Le CNSP au Niger a mis en place des mesures sociales comme l'accès à la santé, la réduction du prix des carburants, la distribution gratuite et ciblée des denrées alimentaires ou la vente à prix modéré des céréales. Je voudrais finir en apportant une réflexion sur les titres de cette conférence. Lorsqu'on parle de renaissance, on pourrait faire référence à une situation antérieure, idéalisée, celle de l'Afrique précoloniale. Après les coups d'État réactionnaires qui a renversé Kwame Nkrumah en 1966, peu avant sa disparition, il a alerté sur les risques d'une vision essentialiste ou culturaliste par rapport au processus de libération contemporain. En effet, les structures sociales et économiques dans les sociétés du Sahel ont été transformées par le capitalisme. Les problèmes et les défis des pays du Sahel sont similaires à ceux d'autres pays dans le Sud. Des économistes comme Samir Amin ont expliqué que les économies du Sud avaient été intégrées aux besoins du capitalisme international. Conséquence, les défenseurs du capitalisme ont aussi un projet panafricain qui ne tient pas compte des besoins des peuples. Pour ma part, j'insisterai sur l'importance de cette idée défendue par le Niger, le Mali et le Burkina aujourd'hui. Les ressources du Sahel doivent être mises au service d'un développement autocentré. Les chemins pour y parvenir seront semés d'embûches, car ce panafricanisme révolutionnaire est incompatible avec les objectifs que les puissances impérialistes se sont fixés pour le Sahel. C'est pourquoi la conscience sur les véritables enjeux, la mobilisation populaire et la solidarité internationale sont si importantes. Merci beaucoup.